Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir, merci d'être avec nous chaque mercredi pour découvrir le monde passionnant de l'entreprise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Martinique, il y en a des entreprises intéressantes et des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour les faire exister. C'est parti pour notre sommaire. Que faites-vous chaque matin en vous réveillant? Vous allumez la lumière, sans doute. EDF fait donc partie de votre vie chaque jour. Électricité, facture ou coupure de courant. Eh bien, vous allez voir qu'EDF, ça n'est pas que cela. C'est aussi l'un des acteurs majeurs qui cherche à rendre notre île plus propre en développant les énergies vertes. Le directeur d'EDF Martinique, Michel Durand, répondra à nos questions. Et dans notre bon plan, nous prendrons l'air. Tout à l'heure, nous filerons aux Trois-Îlets découvrir le tout nouveau wake park pour débutants ou confirmés. Voilà, on a tout dit, alors on y va. Bonsoir Michel Durand. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'EDF Martinique. Je profite donc de votre présence pour revenir sur la tempête Matthew qui a secoué notre île il y a 15 jours. Au plus fort de la tempête, près de 60% des Martiniquais se sont retrouvés sans électricité. Comment ça se fait? Est-ce que notre réseau est fragile? Alors, ce n'est pas 60%, c'est 30% des Martiniquais qui ont été privés d'électricité, ce qui représente 62 000 clients qui, effectivement, au plus fort de la tempête, ont eu une coupure d'électricité. Voilà, donc un tiers des Martiniquais. Pourquoi? Parce que dans cette tempête, on a eu des vents assez importants, donc à la fois des dégâts sur nos réseaux aériens qui couvrent sur la moyenne tension, qui représente aujourd'hui sur la moyenne tension 30% de nos réseaux, et puis beaucoup aussi de dégâts dus au vent sur ce qu'on appelle les réseaux basse tension, qui sont en Martinique, représentent plus de 3000 km. Et donc ces vents ont engendré ces dégâts sur les lignes et ces coupures. Alors à EDF, comment on gère ce genre de situation de crise? Alors d'abord on s'entraîne, d'abord on a cette habitude de gérer ce type de crise, on s'entraîne à ce type de crise et on s'appuie pour gérer ces crises sur nos ressources, nos compétences, nos savoir-faire. On a 530 salariés à EDF qui sont tous formés régulièrement, qui ont les compétences pour intervenir de façon rapide et efficace. Alors, il me semble que pendant la tempête, vous avez même eu des renforts. Hein. Voilà, alors pour aller plus vite et pour réalimenter nos clients le plus vite possible, eh bien on n'hésite pas, parce que c'est la culture de l'entreprise, de faire venir effectivement des renforts opérationnels immédiatement. Donc là, en l'occurrence, des Guadeloupéens, des Guyanais et des Corses qui ont un peu les mêmes systèmes électriques que les nôtres. Oui. Et ce qui nous a permis de réagir très vite et d'avoir, parce que la clé de la gestion d'une crise de cette ampleur, finalement, c'est la bonne collaboration, la bonne interaction entre les différents métiers de l'entreprise. Pour vous donner quelques chiffres, en 5 jours, on a traité 10 000 contacts clients. 5 000 qui sont rentrés, puis on a rappelé 5 000 clients pour savoir s'ils avaient l'électricité. On a fait 2500 dépannages chez des clients, chez des particuliers. On a traité 100 réparations de grosses lignes aériennes. Bon, tout ça cumulé, 180 véhicules mobilisés, 15 groupes électroniques. Des chiffres impressionnants. Des chiffres impressionnants qui s'appuient pour que tout ça fonctionne. Et bien, la clé, c'est la collaboration, la compétence et puis l'amour du service public qui est la valeur de l'entreprise EDF. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir dans la suite de l'émission. Parlons maintenant transition énergétique, mais non, n'ayez pas peur, grâce à nous, vous allez comprendre ce dont il s'agit. Je vous propose de regarder ce reportage de Thomas Turard. Il s'est demandé comment EDF allait accompagner cette fameuse transition énergétique. En 2020, 50% de la production énergétique en Martinique devra être verte, puis 100% en 2030. C'est la feuille de route dessinée par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Un challenge perdu d'avance tant l'ampleur de la tâche semble insurmontable. Oui, car aujourd'hui, la production d'énergie sur l'île se fait à 93,6% par le biais des centrales thermiques de Bellefontaine et de Fort-de-France. C'est-à-dire que moins de 7% de l'électricité mise sur le réseau provient des énergies renouvelables. La transition, c'est d'abord la maîtrise de l'énergie. Et la maîtrise de l'énergie, aujourd'hui, on a plein de ruptures technologiques, on a plein de nouvelles solutions qui nous sont présentées
qui vont nous permettre, si on se projette là dans les quelques années qui viennent, qui vont nous permettre concrètement de réduire la consommation à la fois pour tous nos clients, à la fois dans les entreprises, à la fois pour les collectivités, et à la fois, parce que pour nous c'est important, tous nos clients qui sont en situation de précarité énergétique ou démunis, sur tous nos clients, on a des solutions aujourd'hui concrètes qu'on peut mettre en œuvre pour réduire les factures et donc réduire la consommation de façon significative. Pour le directeur d'EDF, si ces objectifs doivent être un jour atteints, l'urgence, c'est de mieux consommer l'énergie. Pourquoi on irait chercher finalement des nouvelles solutions technologiques pour produire l'électricité et qu'on passerait à côté des solutions technologiques qui sont nouvelles pour réduire notre consommation, notre facture et encore plus préserver et s'occuper de la Martinique durablement. Avec l'accompagnement du service de la transition énergétique, la ville de Rivière-Salée a décidé de mener un vaste plan sur 4 ans de rénovation de son éclairage public pour réduire sa consommation électrique. La première tranche vient juste de s'achever avec l'installation de 577 lampes LED. Nous avons pu faire des mesures d'intensité qui nous ont permis de constater que la réduction, elle varie entre 40 et 50%. Je m'attendais plus à une moyenne de 30%. Mais là, j'ai été agréablement surpris. Des résultats conformes aux attentes des services d'EDF qui va consacrer 7 à 8 millions d'euros sur 2 ou 3 ans sur ce type de partenariat avec les grands clients. Pour rappel, 60% de la facture d'énergie de collectivité est générée par l'éclairage public. Pourquoi les ampoules LED? Parce qu'elles permettent de faire 50% d'économie. Elles ont aussi une durée de vie qui est 2 à 3 fois plus longue que les éclairages classiques. La commune de Rivière-Salée a expérimenté en 2012 la pose de première LED. De 2012 à aujourd'hui, ils n'ont eu à intervenir sur aucun poteau. Donc ça, c'est pas négligeable. Si politiquement on comprend la volonté d'EDF de réduire la production de dioxyde de carbone en réduisant la consommation d'énergie, on a du mal à comprendre que l'entreprise soit satisfaite de voir la facture de ses clients diminuer. Dans une zone non interconnectée comme la Martinique, donc qui doit produire toute l'énergie qu'elle consomme, il faut faire attention aux augmentations de consommation qui sont liées à la modernité. On va acheter plus de télé, plus d'ordinateurs, etc., etc. Et donc, finalement, même si les appareils consomment moins, on en a plus, et donc la consommation d'énergie augmente. Si la consommation d'énergie augmente, il faut augmenter les moyens de production de la même façon. Donc EDF a intérêt à diminuer, à aider les Martiniquais à diminuer leur consommation de manière à faire que les centrales existantes suffisent à alimenter la totalité de la population. Le producteur d'électricité a par ailleurs réalisé plusieurs opérations pour inciter les Martiniquais à mieux gérer leurs dépenses énergétiques. Pour exemple, plus de 200 000 ampoules LED ont été distribuées gratuitement sur 4 ans auprès des résidents des logements sociaux. Des primes pour l'achat de chauffe-eau solaires sont disponibles. Ces actions ont permis pour l'instant de contenir la consommation d'électricité en Martinique. Michel Durand, le 100% renouvelable, c'est possible en Martinique? Oui, c'est possible. Je pense que d'abord, il faut revenir peut-être sur l'ambition de la transition énergétique. C'est effectivement d'aller chercher à terme, on est politiquement sur un horizon de 2030, une absence d'utilisation, d'émissions de carbone. Et tout ça, je pense qu'il faut tous qu'on soit convaincus que c'est une nécessité pour préserver la planète. Pour bien comprendre, 93% de l'énergie en Martinique aujourd'hui est faite à partir de pétrole. Et l'idée de cette transition énergétique, c'est d'aller vers des énergies dites propres, renouvelables, donc avec de l'énergie solaire, de l'éolien, de la géothermie. C'est pour ça qu'on utilise le terme de transition, puisqu'on part d'une situation et on sait que l'horizon, c'est d'avoir des productions d'énergie, mais que ce soit pour fabriquer l'électricité ou pour se transporter aussi, qui utilisent des matières renouvelables et non émettrices de CO2. Donc on est à 93% pour ce qui concerne l'électricité aujourd'hui, 93% d'origine fossile. On n'est pas très avancé, 93%, on n'est pas très avancé dans la transition énergétique. Il faut regarder, je pense que ça fait que il faut revenir un peu. Il faut revenir qui ne soit pas produit. Je pense qu'il faut revenir sur quelques éléments. 7%, c'est la vision sur l'ensemble de l'année. Alors pourquoi on n'est que à 7% ? Parce qu'aujourd'hui en Martinique, on a beaucoup développé l'énergie solaire. L'énergie solaire fonctionne de 7 h du matin à 18 h le soir, voire 17 h. Donc elle fonctionne 8 heures par jour.
Pour autant, quand on est à midi, en Martinique, on a pratiquement 30% de l'énergie qui est d'origine renouvelable. Donc c'est significatif. Donc mais ça quand veut on dire ramène qu'aux ça bons sur l'ensemble de horaires, l'année, aux bons horaires, on a ça en fonctionne. Martinique déjà Alors, une utilisation des énergies renouvelables qui est intéressante. Pour autant, ce que vous voulez dire, en fait, c'est c'est pas que suffisant. voilà, c'est pas Le suffisant. chemin, il est d'aller sur 100% Donc, il faut d'énergie arriver à renouvelable. stocker cette énergie pour que la nuit aussi, on puisse continuer à Alors, alimenter sa maison en énergie solaire. Alors, la particularité de cette énergie solaire, comme l'énergie éolienne, c'est qu'elle est intermittente. Donc, finalement, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle est disponible ou quand est-ce qu'elle n'est pas Mais il y a disponible. beaucoup de projets de batteries Alors, qui voient le jour. Voilà, pour éviter cette intermittence, on a des ruptures technologiques qui apparaissent, qui sont des ruptures technologiques de stockage de l'électricité avec des batteries. Bon, pour autant, il faut remettre aussi les choses à leur place. Quand on parle de stockage d'électricité, dans une batterie, on va stocker une petite quantité aujourd'hui avec les technologies disponibles, une toute petite quantité d'électricité. Donc on ne pourra pas stocker pour les 16 heures où le soleil n'est pas présent. Ça sera peut-être possible dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 5 ans, mais aujourd'hui, à l'instant où on parle, ce n'est pas réaliste. Un exemple, si on veut avoir suffisamment de capacité de stockage en Martinique pour produire la journée avec le soleil et la restituer la nuit, il faudrait installer 10 000 conteneurs de l'équivalent des conteneurs 40 pieds, les grands conteneurs, en Martinique. Il faudrait en installer 10 000. Donc on voit que ce n'est pas suffisant. Donc on va continuer à développer le solaire. On va mettre en place des stockages qui vont permettre d'améliorer l'intégration de ce solaire. Mais je crois qu'une des clés sur la production d'électricité, c'est d'aller explorer toutes les technologies qui permettent de produire de l'électricité. Le solaire en est une, l'éolien en est une, l'hydraulique. En Martinique, on n'a pas beaucoup d'hydraulique, mais on en a un petit peu. Pourquoi tout la ça géothermie n'est pas encore développé? L'éolien, on a vu les 3 éoliennes du Vauclin, on a l'impression qu'elles ne fonctionnent pas très bien. Les éoliennes, on a les 3 éoliennes du Vauclin qui malheureusement ne sont pas dans un site très porteur. Pourquoi justement on n'a pas plus investi sur ces énergies-là qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour le coup? Alors l'éolienne ne fonctionne pas 24 heures sur 24, elle est intermittente. En moyenne, une éolienne fonctionne 2300 heures par an, une année c'est 8600. Donc c'est entre 20 et 25% du temps, en fonction du vent. Alors, il y a des projets en Martinique qui arrivent, d'éoliennes, des grosses éoliennes qui vont être installées à Grand-Rivière. Le projet est en train de se finaliser. Alors, pourquoi, à votre réponse, pourquoi finalement on ne va pas plus vite et plus loin? C'est ça, puisque normalement c'est 50% en 2020, dans 4 ans. C'est 50% en 2020. Alors, je pense qu'il faut revenir sur comment fonctionne aujourd'hui le marché de la production d'électricité. D'abord, la loi de la transition énergétique donne à la Martinique, aux élus martiniquais, la responsabilité de décrire le chemin de la transition énergétique. Quelle énergie renouvelable on veut, quand et finalement à quel endroit. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, c'est très récent, puisqu'avant c'était fait par l'État français. C'est très récent, la loi a été votée en août 2015 et la CTM est aujourd'hui en train de finaliser avec ses partenaires, le SMEM, l'ADEME, l'EDF, l'État. Voilà, quel chemin on prend et quelle énergie on veut développer. Donc ça, c'est en cours et c'est pratiquement finalisé. La CTM va voter ce programme. Derrière, il faut des investisseurs qui vont venir, puisque le marché de la production d'électricité est un marché concurrentiel. Donc, partant de ce programme, les investisseurs vont pouvoir s'approprier ce programme et investir en Martinique pour développer des éoliennes. Qui acceptent de faire ces investissements mais d'autres lourds. aussi. Voilà, tout à fait. Et ce chemin, il est tracé. Dans le programme qui est tracé par les élus aujourd'hui, on arrive à un peu plus de 50% d'énergie renouvelable, 56% pour être exact, à l'horizon 2023. Donc vous voyez que ça va aller assez vite. Donc rendez-vous est pris en 2023 pour voir si on a réussi. Et on y sera. Alors ce que vous faites pour l'instant en attendant justement le développement de ces énergies renouvelables, on l'a vu dans le reportage, c'est d'essayer de maîtriser dans un premier temps la consommation d'électricité grâce notamment aux ampoules LED comme ce que vous avez fait à Rivière-Salée pour l'éclairage public. Est-ce que ça c'est généralisable sur toutes les communes de la Martinique? Alors d'abord il faut comprendre que la transition énergétique s'appuie sur 3 choses. Forcément de passer sur des productions d'énergie qui sont des productions d'énergie renouvelables, donc non émettrices de CO2. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est effectivement d'aller chercher toutes les solutions technologiques et les éco-gestes et les bonnes pratiques de chacun d'entre nous pour ne pas consommer trop d'électricité. Chaque électricité qu'on consomme et qu'on ne pourrait pas consommer, quelque part, c'est inutile, c'est du gâchis. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus à EDF, avec les partenaires, avant la région, maintenant la CTM, l'ADEME, le SMEM,
Et le troisième point, c'est de faire en sorte que dans cette transition énergétique, chacun des personnes et des Martiniquais qui ont du mal à payer leurs factures, qui ont du mal à accéder aux nouvelles solutions technologiques qui permettent de réduire la facture d'électricité, puissent malgré tout en bénéficier. Alors, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. En 2013, une loi avait été adoptée interdisant justement dans cette logique l'éclairage la nuit. J'ai moi-même constaté à plusieurs reprises que ce n'est pas du tout le cas, en tout cas en Martinique. Les enseignes restent allumées après 2 h du matin. Est-ce que l'application stricte de cette loi pourrait avoir des vraies conséquences sur la consommation d'énergie ? Oui, c'est une loi qui a été votée en 2013. De toute évidence, sa mise en œuvre en Martinique n'est pas conforme à la loi. Les pouvoirs de police, entre guillemets, sont pas... ne font pas leur travail, mais c'est une vraie mesure, bien sûr, bien sûr. Typiquement, les enseignes qui restent allumées la nuit sont des consommateurs d'électricité. Vous savez à peu près combien ça représente ? Je ne sais pas vous dire, c'est pas très significatif. Je pense qu'un des vrais consommateurs d'électricité, on l'a vu très bien dans le reportage, c'est l'éclairage public. L'éclairage public aujourd'hui en Martinique, c'est 60% de la facture d'électricité des collectivités. Des mairies. D'accord. Mais là, c'est difficile d'enlever l'éclairage public. Alors, c'est très difficile d'enlever l'éclairage public, mais comme on l'a très bien vu dans le reportage, c'est possible d'aller sur des nouvelles technologies LED qui sont généralisables et qui permettent de réduire de 50% la consommation et donc de 50% la facture. Et là, j'aurais tendance à dire, pourquoi se priver finalement de cette aubaine qui permet à la fois aux mairies de réduire leurs dépenses et puis à la fois de produire moins d'électricité. Combien de mairies sont concernées aujourd'hui à Paris? Alors aujourd'hui, toutes les mairies ont de l'éclairage public, ont des stades. Mais donc avec les 34. Le LED, et aujourd'hui, dans les LED, vous avez Rivière-Salée qui, comme on l'a vu dans le reportage, qui a pris une expérimentation. Et vous avez le syndicat mixte d'électricité de la Martinique qui a lancé aussi une expérimentation avec d'autres technologies de LED aujourd'hui sur 5 communes et qu'on va accompagner et avec qui on va travailler pour généraliser ces technologies sur l'ensemble de la Martinique. On va maintenant accueillir une jeune femme qui aime les chiffres et qui meurt d'envie de les partager avec vous. C'est la chronique d'Emmanuel. Bonjour. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Julie, bonsoir Michel Durand. Alors le chiffre de la semaine, 7%, c'est la part d'électricité produite en 2014 à partir de ressources renouvelables en Martinique, d'après le dernier bilan énergétique publié par l'Agence martiniquaise de l'énergie. Pour bien comprendre ce taux, précisons un point. Notre belle île aux fleurs fait partie de ces zones insulaires dites non interconnectées au réseau électrique métropolitain français. En clair, nous sommes électriquement isolés. Conséquence, nous devons produire nous-mêmes l'énergie que nous consommons. Alors nous, Martiniquais, nous sommes confrontés à une double nécessité. D'une part, renforcer l'efficacité énergétique de l'île. Plus de 388 000 habitants à alimenter en électricité, ce n'est pas rien. D'autre part, développer les énergies renouvelables pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et ainsi préserver notre environnement et surtout notre santé. Alors, quelles sont-elles ces fameuses énergies renouvelables qui nous permettent de produire de l'électricité en toute autonomie? Alors il y a d'abord la bagasse, c'est ce résidu fibreux issu de la canne à sucre. Il y a le solaire thermique, le photovoltaïque, nos éoliennes vauclinoises, mais aussi les déchets ménagers dits aussi biomasse. Et pourtant, avec tout ça, seuls 7% d'électricité est produite. C'est bien peu comparé aux 3 départements d'outre-mer. En effet, même si nous avons fait des efforts en la matière, de 1,4% en 2005, on est passé à 7% aujourd'hui, la Martinique occupe tout de même la dernière place. À titre de comparaison, pour la Guadeloupe, cette part est de 18,5%, de 33% pour la Réunion et la championne en titre, la Guyane, avec 72% d'électricité produite en 2012 à partir de ces énergies renouvelables. On peut tout de même se consoler, Julie, car il faut relativiser cette comparaison. Tous les territoires ne disposent pas naturellement des mêmes ressources locales d'énergie. Prenons l'exemple de la Réunion et de la Guyane, qui comptent de nombreux cours d'eau sur leur territoire, leur permettant de produire de l'hydroélectricité. La Guadeloupe, elle peut se féliciter d'avoir un site géothermique pour produire une partie de son électricité. Pas possible chez nous, trop coûteux. Il semblerait que les projets engagés en Martinique, l'usine bagasse biomasse ou encore l'énergie thermique des mers permettraient de diminuer notre taux de dépendance aux énergies fossiles, à savoir le fioul, le gazole. Mais alors,
Qu'attendons-nous? Qu'est-ce qui freine ce progrès, Michel Durand? Peut-on, comme la Guyane ou la Réunion, produire par exemple de l'hydroélectricité? Arrivons-nous un jour, enfin, Michel Durand, à rattraper notre retard par rapport aux 3 autres départements ultramarins? Car il en va tout de même de notre santé et de la préservation de notre belle île aux fleurs. Je crois que vous avez dressé un panorama très complet, je vous remercie, et la question est entière. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est finalement qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Eh bien, vous l'avez un peu brossé, on n'a peut-être pas les mêmes atouts que d'autres territoires, ou pas les mêmes facilités que d'autres territoires, ce qui nous amène à être forcément dans des schémas et dans des approches qui sont peut-être un peu plus complexes. Parce qu'il va falloir qu'on apprenne. La Réunion, par exemple, la Guadeloupe a l'avantage d'avoir de la géothermie depuis un certain temps. Alors pourquoi en Martinique on a un peu de potentiel géothermie? Alors juste une parenthèse, la géothermie, c'est utiliser la différence de température. La géothermie, c'est aller chercher l'eau qui est en dessous des anciens volcans, qui est chaude, la remonter en surface, et cette eau chaude d'en faire de la vapeur qui va produire de l'électricité. Bon, il s'avère qu'en Martinique, on a un peu moins de gisements qu'en Guadeloupe. Donc pour l'instant, les investisseurs ne sont pas venus. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme décision avec la collectivité territoriale? C'est-à-dire finalement, les investisseurs ne viennent pas. Eh bien, on va les aider à venir. On va faire des forages, on va l'explorer. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher, on va le faire financer. On a essayé, on va le faire financer. On a fait des explorations. Voilà, mais ça coûte tellement cher que personne ne l'a fait jusqu'à présent. Donc là, on s'est mis d'accord avec la collectivité, avec l'État français pour dire, eh bien, on veut faire de la transition, aller au bout des choses. Donc on va financer ces forages. Ces forages, une fois qu'on en aura exactement quelle quantité de ressources chaudes il y a au fond du sol martiniquais, eh bien on pourra dire à un investisseur, voilà, vous avez aujourd'hui la certitude que vous pourrez produire 10 MW d'électricité, 20 MW. Donc les investisseurs y viendront. Donc ça, c'est des évolutions, des ruptures qu'on est en train de faire. L'autre frein qu'on a finalement, c'est que on n'a pas l'hydraulique qu'on a en Guyane, on n'a pas l'hydraulique qu'on a à La Réunion. On a beaucoup de solaire. Donc les cours d'eau. On a beaucoup de soleil et on a encore un potentiel solaire important. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de toitures qui ne sont pas équipées de panneaux solaires. Mais pour intégrer ce solaire, eh bien, il faut aller sur des nouvelles solutions. Le stockage. On va construire en Martinique la première batterie de stockage de 5 MW qui va être au Lamentin. Pour que les particuliers puissent aussi s'équiper et en après, panneaux solaires. Il faudra que la collectivité lance des appels d'offres pour aller installer des panneaux solaires. L'avantage et la bonne nouvelle, c'est que les panneaux solaires sont en train de baisser en termes de prix, mondialement. Donc c'est une solution qui aujourd'hui, économiquement, a du sens. Maintenant, il faut que ce solaire qui fonctionne 8 heures par jour, eh bien, il faut qu'on ait l'intelligence, et là, il y a des vraies opportunités pour toutes les entreprises martiniquaises, l'intelligence de transformer ces quelques difficultés, mais aussi les beaux avantages de notre territoire et de notre île, d'en faire une alchimie pour passer des 7% que vous évoquez à, encore une fois, 56% en 2023, avec les éoliennes, avec la géothermie, avec l'énergie thermique des mers. Avec la Dominique. Et puis le projet avec la Dominique. Et dans ce projet-là, début novembre, avec la Commission de régulation de l'électricité, sous la présidence de l'ACTM, nous allons aller en Dominique pour réétudier ce projet-là et de la même façon que ce qu'on veut faire en Martinique, aider les Dominiquais à aller voir effectivement ce qu'il y a dans le sous-sol de la Dominique pour qualifier les gisements. Il y a d'autres opportunités, par exemple le biocarburant. Aujourd'hui, on a en Martinique des terres qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas exploitées, qui pourraient être exploitées pour faire du biocarburant, pour les voitures et pour l'électricité. Ça crée d'autres problèmes aussi dans d'autres pays, on l'a vu, la question du biocarburant. Alors le biocarburant, à partir du moment où vous le mettez en concurrence avec l'alimentation, ça crée des problèmes. Quand en Martinique, vous avez des terres qui sont gelées, qui sont en friche, vous pouvez avoir un compromis intéressant. Et là-dessus, avec la collectivité territoriale, nous allons relancer une étude pour voir si en Martinique, il n'est pas opportun d'utiliser toutes les ressources de la Martinique. Merci Emmanuel, il nous tente de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux chiffres. On découvre tout de suite 2 visages de l'entreprise EDF. Gilles Cazenave est un chargé d'affaires bien spécial. Il accompagne les entreprises et les collectivités pour les aider à trouver des solutions pour améliorer leur efficacité énergétique. Objectif, faire baisser la facture électrique. Depuis quand EDF met en place cette politique de maîtrise de la demande énergétique? Ça a commencé avec les ampoules LBC, basse consommation, avec les lois Grenelle, avec la COP21, l'engagement du gouvernement. On parle de plus en plus de transition énergétique
Et notre action, elle est plus visible. Dans ce contexte-là, les clients sont plus perméables, je dirais, au discours et ils comprennent, je dirais, de plus en plus l'enjeu qu'il y a autour des économies d'énergie. Quel est l'intérêt pour EDF de faire payer moins ses clients? Nous produisons notre électricité sur la base de fuel. Oui. Notre coût de production en énergie est très élevé, et plus élevé que les autres zones dites interconnectées. Il y a un vrai travail à faire pour pouvoir limiter tout au moins les augmentations de consommation électrique. Et ce travail se fait par des gestes simples déjà de tous les jours et puis par notre appui technique et aussi financier qui permet en fait aux entreprises de faire des économies d'énergie. Michel Diallo, récemment rentré de métropole, est en première ligne face aux difficultés des clients qui ont du mal à payer leurs factures. EDF met en place depuis plusieurs années des solutions pour lutter contre la précarité énergétique. Madame Diallo, est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est la précarité énergétique? Une personne est en précarité énergétique quand elle rencontre des difficultés à rester dans son logement en ne payant pas l'eau, l'électricité ou le logement lui-même. Combien de personnes sont concernées par cette problématique en Martinique? Il y a environ 42 000 personnes, entre 42 000 et 50 000 personnes. Quelle solution EDF propose aux clients aujourd'hui? Plusieurs solutions sont proposées. Il y a d'abord la possibilité de faire un échéancier. Ensuite, nous avons la possibilité de faire le lien avec la collectivité pour une demande d'aide auprès du Fonds Solidarité Département Logement, d'autant que nous versons 60 000 € dans ce fonds pour aider les clients à payer leurs factures d'électricité. Et puis, nous avons toute une partie efficacité énergétique où on fait le lien avec les travailleurs sociaux via des ateliers pour aider les clients à comprendre leur comportement d'utilisation de l'électricité avec leurs appareils. Entre 40 et 50 000 personnes ont du mal à payer leur électricité en Martinique. C'est presque un Martiniquais sur 4, Michel Durand. Oui. Alors, quels conseils concrets est-ce que vous auriez à donner ce soir pour pouvoir réduire leurs factures au quotidien? Déjà, comme l'a très bien expliqué Michel, il y a les éco-gestes. Je crois qu'il faut revenir et nous, on fait un travail, y compris dans les écoles en ce moment. Vous pouvez en citer quelques-uns? Eh bien, c'est des choses assez simples. Hein. C'est voilà, de ne pas mettre le frigo à côté de la baie vitrée, c'est de ne pas rentrer les plats chauds dans le frigo tout de suite ou trop tôt, de les laisser refroidir à l'air libre. C'est d'éteindre les lumières dans les pièces. C'est de couper, et ça c'est très important, tous les appareils qui sont en veille, qui consomment énormément d'électricité. Tous ces petits éléments mis bout à bout, voilà, la petite lumière rouge de la télé. Le chargeur de téléphone, on ne le laisse pas brancher, et même quand il n'y a pas de téléphone au bout, ça consomme de l'électricité. Donc on a toute une série comme ça de petits éléments qui permettent de réduire la facture. Ça, c'est le premier point. Celui-là, il est important et on travaille, nous, avec... on a fait un programme avec le Carbet des Sciences l'année dernière dans 30 écoles. Cette année, on va faire 60 écoles pour, à l'instar de ce qui avait été fait avec les déchets, ramener les enfants à être les ambassadeurs finalement de la préservation de la planète en utilisant bien l'électricité. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, eh bien, nous, on est engagés avec nos partenaires, mais c'est vraiment dans la culture et dans l'âme d'EDF à donner aussi accès à ces 40 000 Martiniquais qui ont du mal à payer leurs factures, leur donner accès, comme aux autres, aux solutions qui permettent de réduire la facture. Les ampoules LED dans une maison. Vous passez avec des ampoules LED, c'est 50 € de moins sur la facture d'électricité. Les chauffe-eau solaires, on a lancé un programme avec le SMEM, la CAF, la CTM, des chauffe-eau solaires solidaires, des chauffe-eau à 0 € qui permettent aux gens de remplacer l'ancien chauffe-eau électrique qui fait 150 € de facture d'électricité tous les ans. Donc des petites choses simples qui peuvent être mises en pratique très rapidement. On passe maintenant à un tout autre sujet. Michel Durand, est-ce que vous savez ce qu'est un wakeboard ? Pas du tout. Alors, c'est comme du ski nautique, sauf que c'est avec une planche de surf. Et si ça vous tente, eh bien, c'est le moment d'essayer, puisqu'un tout nouveau wake park vient d'ouvrir aux Trois-Îlets. Tout ça vos planches, le bon plan est signé Alvin Courcy. Bonjour à tous, pour le bon plan de la semaine, on est ici au Martinique Wake Park. Le wakeboard, c'est ceci. Je vais mettre mon petit casque pour le premier cours.
Et à mon avis, il va y avoir quelques gamelles au programme. C'est parti. Ouvert depuis un mois, le Martinique Wake Park se détache de tout ce qui existe déjà sur notre île. Habituellement pratiquée avec un bateau, cette infrastructure propose un nouveau concept appelé 2.0 au domaine de Château-Gaillard. Sur un étang de 150 mètres de long, on est tracté sur l'eau entre deux pylônes par une poulie reliée à un câble avec une planche au pied. Une innovation à 180 000 € qui facilite l'apprentissage de cette discipline. Quand tu rentres ta planche dans l'eau, à tous les coups, ça te fait catapulter, quoi. J'ai vu des débutants comme des riders confirmés vraiment s'éclater sur ce système-là. Et puis surtout, dans les mœurs, ce soit quelque chose qui puisse rentrer tranquillement et non avec un énorme projet qui pouvait aussi inquiéter les gens et que ce soit repoussant. La couleur de l'eau est certes peu ragoûtante, mais ne vous y trompez pas, elle est bien propre selon le gérant. Un projet de nettoyage naturel est d'ailleurs prévu dans quelques temps, un procédé écologique très en vogue en ce moment. Ce sont des plantes qui nettoieront naturellement le plan d'eau. Avec 1,80 m de profondeur, la sécurité est assurée pour les clients, protégés par un casque et un gilet de sauvetage. En cas de chute, tout est prévu. L'opérateur qui contrôle la vitesse du câble n'a plus qu'à lâcher le bouton rouge. Cet opérateur a en permanence le doigt appuyé sur un bouton, tout le temps. S'il lâche le doigt, immédiatement, le système se coupe. L'opérateur est formé premier secours en équipe niveau 2, c'est-à-dire qu'il intervient immédiatement dans le bassin, soit en passant par la berge pour se rapprocher du rider et lui porter secours immédiatement à l'eau, ou on utilise une petite barque avec un moteur électrique pour secourir le rider dans l'eau. Pour une heure de pratique, il faudra compter 25 € par personne, là où en bateau, on est à 45 € les 30 minutes. Attention par contre, sur le parc, l'heure choisie peut être partagée avec 4 autres clients, ce qui réduit considérablement le temps de pratique. Un tarif justifié pour Nathanaël par la qualité des installations. Par rapport au bateau, on a une traction vers le haut, vu que le câble est à peu près à 9 mètres. Donc pour sortir de l'eau, c'est vraiment plus facile. Le spot est vraiment plat, il n'y a vraiment pas de vagues comme en bateau. Grâce au module, on peut vraiment voler, sauter beaucoup plus haut, faire beaucoup plus de figures, glisser sur les barres. Il y a de quoi faire. 5 autres structures proposent de la location de bateaux et de wake, comme ici aux Anses d'Arlé, où ce gérant ne considère pas l'ouverture du parc comme une concurrence potentielle, bien au contraire. Aujourd'hui, le parc va permettre d'emmener plus de Martiniquais, même des touristes qui vont vouloir s'essayer à un parc ici en Martinique. Et suite à ça, sûrement, ils vont vouloir aller aussi essayer le bateau, du coup faire du wake derrière un bateau et profiter de la mer. Après plusieurs tentatives, l'expérience s'avère très pratique pour progresser et profiter d'un moment de glisse assez intense. Alors première sensation pour ce Martinique Wake Park, comparativement au bateau, parce qu'on a envie de comparer, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus fluide, il n'y a pas de clapot, les sensations sont super bonnes sur l'eau, il faut s'entraîner quand même un tout petit peu, je pense que vous l'avez vu. Moi, je vais pas tarder à y retourner et je vous laisse, je vous dis bonne semaine, au revoir. Alors Michel Durand, ça vous tente ? Écoutez, pour quelqu'un comme moi qui n'irait jamais m'initier derrière un bateau, je pense que c'est une bonne solution. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Place à notre agenda concocté par Contact Entreprise. Contact Entreprise organise les ateliers du Rhum et de la Canne les 17 et 18 novembre au château La Favorite. Toutes les informations et inscriptions sur le Facebook, Atelier du Rhum et de la Canne, manifestation en partenariat avec le Codérum, le Crédit Agricole, l'Habitation Clément, l'Habitation Saint-Étienne, SCIC et Phytocenter. Vendredi 2 décembre, Contact Entreprise reçoit Nicolas Beytou dans un grand forum sur le thème « Les grands enjeux du prochain quinquennat, 18h à l'IMS ». Conférence gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable à info@contact-entreprise.com. Voilà, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.